Ce soir, à l'émission, le communautaire à bout, les organismes en grève. J'ai des employés qui sont obligés d'avoir recours à l'aide alimentaire. Et la saison des sucres est lancée à la cabane aux saveurs du printemps. Le froid du mois de mars nous empêche de travailler comme on voudrait, mais ça, présentement, c'est la nature qui dicte nos journées. En entrevue, je reçois Charlem Le Peintre pour son œuvre Samar d'érable. Je sentais que Mirabel, on avait besoin d'un symbole fort. Pénurie de personnel technique dans les pharmacies, la chronique de Caroline Dionne. Il y a 1 milieu sur 2 dans la province qui est touché par le manque d'assistants et de techniciens en pharmacie. Enfin, Pierre-Luc Gauvreau nous parle des impacts de la guerre en Iran sur notre économie. Ça fait juste montrer à quel point que notre économie est interconnectée avec d'autres. Bienvenue à Accès local. Mardi 24 mars 2026, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Mathé-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Depuis hier, Clara, le milieu communautaire est officiellement à bout partout au Québec et la région ne fait pas exception. Non Claude, donc 72 organismes de la région qui sont en grève totale ou partielle jusqu'au 2 avril. À l'échelle de la province, ça représente plus de 1500 organisations. Jeudi dernier, le milieu s'est rassemblé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour demander un meilleur financement à la mission. Vous en aviez d'ailleurs parlé au début du mois avec la porte-parole du mouvement local et directrice générale de la Maison de femmes La Mouvance, Vicky Ouellet. Donc, le financement à la mission, un petit rappel de ce que c'est ce qui fait rouler, fonctionner un organisme. Ce qui est dénoncé par le milieu, c'est que même si les organisations reçoivent de l'argent pour des projets spéciaux, cela génère beaucoup de travail administratif et ça prend du temps et l'énergie au personnel au lieu de remplir la mission de l'organisme tout simplement. Isabelle Jorg est directrice générale du Centre Marie-Ève qui offre des services d'accompagnement aux nouvelles mamans. Ce sous-financement, elle le constate chaque jour auprès de son personnel. J'ai des employés qui sont obligés d'avoir recours à l'aide alimentaire alors qu'ils desservent une population déjà en besoin vulnérable. C'est d'ailleurs très rare pour nous d'avoir des avantages sociaux comme des assurances puis des fonds de pension. J'ai aussi des employés qui sont de plus en plus en dépression parce que la tâche est très lourde. Cette demande de financement vient aussi avec d'autres revendications, justement des conditions de travail décentes pour les employés du milieu communautaire, ainsi que la reconnaissance du travail des organismes et de leur rôle pour la société. La semaine dernière, le ministre des Finances, député de Gros, Éric Girard, a déposé son budget à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y avait des bonnes nouvelles pour le milieu communautaire là-dedans? Alors, le budget pour le milieu communautaire a effectivement été rehaussé de 100 millions de dollars sur 5 ans et est donc passé de 2,1 à 2,2 milliards de dollars au total. Selon le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, il aurait fallu un 2,6 milliards de dollars pour répondre aux besoins. Madame Ouellette nous explique combien d'argent supplémentaire reviendra dans les poches de l'organisme annuellement. Concrètement, le montant de 100 millions a l'air bien impressionnant, mais si on le décortique réellement dans la structure actuelle, bien, ça donne environ 6 000 $ par organisme, ce qui est nettement insuffisant. Bon, cette grève-là va toucher les usagers des organismes. Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour ces 10 jours sans service? Alors, les services essentiels sont maintenus. Madame Ouellette m'assurait que les bénéficiaires de services avaient été accompagnés là-dedans. On peut l'écouter à nouveau. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des populations qui n'auront pas accès à leurs services. Évidemment, ça se prépare. On prépare nos membres à ça. Mais ce qu'on leur demande de faire, c'est de se tourner vers les services publics. C'est une façon de démontrer, en fait, que si demain matin, on met toute la clé dans la porte, bien, le gouvernement ne peut pas fonctionner. Une série d'actions est prévue dans les prochains jours, donc on n'a pas fini d'en parler, Claude, et le tout culmine avec une manifestation nationale à Québec le 2 avril. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de l'entreprise acéricole aux saveurs du printemps. À plus tard, Claude. Le mouvement Québec français des Laurentides et la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides ont dévoilé les lauréates et lauréats de la 14e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron dans le cadre de la matinée de la poésie tenue le dimanche 22 mars. Dans la catégorie jeunesse de la division Laurentide, Barbara Burquet-Montero de Rosemère, Sarah Fauché de Boisbriand et Laetitia Nina Kameni-Banda de Sainte-Thérèse ont remporté les 3 premières places. Dans la catégorie adulte, Marie-Louis Grondin de Prévost et Sarah-Jade Labelle de Saint-Jérôme ont obtenu les 2e et 3e places, alors que la première position a été attribuée à Nicole Morin de Val-David.
Le gouvernement du Québec confirme le début des travaux de modernisation de l'hôpital de Saint-Jérôme. Ce projet, attendu depuis plusieurs années par la population et les équipes soignantes, marque une étape importante pour mieux répondre aux besoins croissants de la région et offrir des soins de proximité durables aux citoyennes et aux citoyens. Le projet consiste en la construction, l'agrandissement et le réaménagement des salles d'opération pour répondre aux enjeux de vétusté qui compromettent actuellement l'efficacité et la sécurité des soins. Mars, c'est aussi le mois de la reconnaissance de la pharmacie. On va aborder la question avec Caroline Dionne sous l'angle de la pénurie de personnel technique en pharmacie. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Claude. Alors, quel est l'état de la situation? Oui, mais présentement, selon des données compilées par l'Ordre des pharmaciens du Québec, il y a 1 milieu sur 2 dans la province qui est touché par le manque d'assistants et de techniciens en pharmacie. On a besoin au Québec là, de 1100 techniciens et assistants techniques supplémentaires dans nos pharmacies de quartier. On connaît pas les employés manquants dans le réseau de la santé. Du côté des Laurentides, dans les pharmacies, on a besoin de... il y a 77 postes d'assistants techniques et de techniciens en pharmacie qui seraient vacants. On connaît pas les besoins du côté des hôpitaux et des CHSLD, mais c'est sûr qu'il en manque partout. Ouais. Et quels sont les impacts de cette pénurie? Il y en a beaucoup. En fait, premièrement, il y aura des délais de préparation des ordonnances qui augmentent parce qu'il y a un manque de personnel et ça affecte la chaîne de production. Il y a aussi des pharmacies qui vont réduire les heures de service ou travailler à porte fermée pour accumuler moins de retard dans la préparation des prescriptions. Il y a aussi des risques pour la sécurité parce que des fois, on va être obligé de former des commis de façon accélérée et puis des gens qui sont inexpérimentés finalement, donc ça peut amener des erreurs. On parle aussi d'une surcharge clinique des pharmaciens parce que s'il n'y a pas de techniciens, bien, les pharmaciens doivent faire des tâches techniques en plus des tâches cliniques, parce qu'on le sait maintenant, ils peuvent faire de nouvelles tâches, par exemple prescrire, suivre des maladies. Aussi, ça peut amener un épuisement professionnel parce qu'il y a toujours une pression pour trouver du personnel. Et puis, ça s'ajoute à une charge de travail qui est en hausse du côté des pharmaciens. Évidemment, la pénurie touche aussi les CHSLD et les hôpitaux. Ça va compliquer la préparation de médicaments en milieu hospitalier. Mais qu'est-ce qui fait qu'on manque d'assistants techniques et de techniciens en pharmacie? Comme on vient de le voir, mais il y a une demande importante pour ce personnel-là. Mais on dirait que les programmes de formation comme assistant technique en pharmacie, technicien en pharmacie, ça ne séduit pas les futurs étudiants. On connaît pas bien la profession non plus du côté des étudiants et du côté des conseillers en orientation. Donc, on parle pas beaucoup de cette formation-là, malheureusement. Ouais. Et pour essayer d'y pallier, l'Ordre des pharmaciens, justement, a lancé en février une campagne pour faire la promotion des métiers d'assistant technique et de technicien en pharmacie. Oui, ça s'appelle Une bonne dose d'avenir et le site Internet, devinez c'est quoi? bonnedosedavenir.ca pour le visiter. Oui. Alors là-dessus, on va avoir la description de tous les métiers dont je viens de parler, la liste des établissements aussi qui offrent la formation, toutes sortes de vidéos, de témoignages de gens qui sont dans le domaine. Dans les Laurentides, il y a le Centre Performance Plus qui offre la formation d'assistant technique en pharmacie, mais on n'a pas d'établissement qui offre la formation de technicien en pharmacie dans la région, mais il y a d'autres établissements qui offrent évidemment ces formations-là. Si vous êtes quelqu'un qui aime faire partie du système de santé, que vous voulez être bien payé et que vous voulez un emploi qui peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle, si vous aimez aider les gens et travailler avec le public, si vous avez d'excellentes aptitudes en communication, ça prend des gens minutieux que le souci du détail aussi. On travaille seul ou en équipe et si on est à l'aise avec la technologie, ça pourrait être des métiers intéressants pour vous. En plus, au Québec, il y a 1900 pharmacies, 34 établissements de santé, donc on peut travailler partout au Québec, on peut travailler près de chez soi. On dit aussi que les horaires sont très flexibles, parce que les pharmacies, c'est ouvert de jour, de soir, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Les salaires aussi augmentent beaucoup parce que, il y a une demande assez urgente pour ce personnel qualifié. Aussi, du côté des hôpitaux et des pharmacies communautaires, on peine à répondre à la demande. Donc, ça crée une carrière qui est très en demande et aussi qui est une des plus stables du réseau de la santé. Alors vraiment, c'est vraiment un domaine intéressant. Si vous avez toutes les qualités que je viens d'énumérer et les intérêts, lancez-vous. Allons-y. Oui. En conclusion, Caroline. Mais en conclusion, c'est ça. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche quoi faire dans la vie ou quelqu'un qui veut se réorienter, pourquoi pas justement l'amener à visiter ce site-là, bonnedosedavenir.ca.
québequadelorantides.ca parce qu'on a besoin d'assistants techniques en pharmacie, de techniciens en pharmacie. Merci, Caroline. Ça fait plaisir. Le gouvernement du Canada a investi dans la productivité de 2 entreprises jéromiennes, soit Libellule Monde et Atelier Jacob, qui se partagent des aides financières de 500 000 $ en provenance de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Libellule Monde est une entreprise spécialisée dans les solutions adhésives d'embellissement, de protection et de signalétique, alors qu'Atelier Jacob est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente d'armoires de cuisine, de salles de bain et de mobilier sur mesure. Revenu Québec souhaite accompagner les personnes qui produiront leur toute première déclaration de revenus cette année afin qu'elles se familiarisent avec leurs responsabilités fiscales et qu'elles puissent obtenir, s'il y a lieu, les sommes qui leur sont dues. Pour ce faire, Revenu Québec explique les 5 principales étapes à suivre sur la page Déclaration d'impôt 101. Même s'ils n'ont gagné aucun revenu pendant l'année, les jeunes peuvent demander les crédits d'impôt ou les déductions qui s'appliquent à leur situation. Si vous êtes passé à l'Hôtel de Ville de Mirabel tout récemment, vous avez assurément remarqué la présence de cette œuvre, une sculpture d'acier reposant sur un socle de bois et intitulée « Samar d'érable ». Celui qui en est l'auteur, c'est l'artiste pluridisciplinaire Charlem Lepeintre, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir, Charlem. Bonjour, Claude. Alors, avant de parler de l'œuvre elle-même, de l'objet lui-même, on va situer le contexte de sa création, si tu veux. Ça a commencé, ça, par un appel de projet lancé par la Ville dans le cadre de la stratégie de l'érable. Alors, qu'est-ce qui était demandé aux artistes à ce moment-là? Je pense que l'idée était lancée, c'était assez ouvert en soi comme appel d'offres. Et puis, on voulait avoir une œuvre qui parlait de l'érable. Et puis, pour avoir grandi dans les érables toute ma jeunesse, j'avais envie de proposer quelque chose. C'est rare que je remplis des appels d'offres, mais là, ça me concernait particulièrement. C'était à Mirabel, c'était une place que je m'investis beaucoup culturellement depuis longtemps. Est-ce qu'on demandait une sculpture absolument? Ou pas du tout. Non, c'était vraiment une œuvre. C'était très ouvert. Puis c'est bien, en fait, que ça soit ouvert. Comme ça laisse la chance aux artistes de créer quelque chose de spécial, de surprendre aussi les comités. Et puis je pense que je les ai surpris. Chose certaine, oui, le comité de sélection a été séduit parce que tu as gagné ce concours. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. On va parler maintenant de l'œuvre elle-même. Pendant qu'on la voit à l'écran, c'est une sculpture qui fait 2 mètres de hauteur. Son élément principal, c'est cette fameuse samare en acier qui est déployée comme 2 ailes d'oiseau ou d'avion, en fait. Cette samare-là est elle-même fixée sur une tige qui est fichée dans un socle de bois d'érable massif. On est toujours dans le thème de l'érable. La tige porte aussi des feuilles d'érable en acier. Tout ça, évidemment, est chargé de symboles que je vais te laisser le soin de nous expliquer. Oui, alors en fait, je sentais que Mirabel, on avait besoin d'un symbole fort pour vraiment signifier quelque chose. On peut faire toutes sortes d'œuvres d'art, puis des fois, c'est pas très significatif. Puis moi, j'aime bien travailler dans la symbolique. Et puis, je me suis dit, la samare, en fait, c'est le début de quelque chose. Et c'est aussi le fruit de quelque chose. Donc, je me disais, c'est un peu à l'image de Mirabel. En fait, c'est des samars qui sont en forme de V, un peu comme la victoire. Puis, avec ces ailes-là, ouvertes vers le ciel. Et puis, je sentais que ce symbole-là allait être porteur, philosophiquement parlant, pour la ville. En fait, quand on travaille dans le milieu municipal, on s'investit beaucoup pour que les choses évoluent, on sème des graines pour que dans quelques années, on ait le fruit de ça. Fait que je trouvais que c'était à l'image un peu de l'effervescence de Mirabel. Oui, la samare étant elle-même une graine qui porte la promesse d'un arbre. C'est une œuvre qui évoque une certaine légèreté, tout en utilisant des matériaux assez costauds, assez lourds. Toi, t'aimes beaucoup jouer avec ce genre d'extrême. Oui, en fait, c'est de faire quelque chose d'aussi léger, quelque chose d'aussi lourd. c'est un bon tour de force. Mais je voulais vraiment qu'on sente cette espèce d'effervescence-là, l'espèce de frétillement d'envol. Et puis, ce qui était magnifique là-dedans aussi, c'est qu'on était allé chercher le bois à même le parc de bois de Belle-Rivière. Donc, c'était vraiment un
beaux troncs d'érable massifs. Tu sais, donc, tout est dans ce projet-là. Et puis, ce qui est encore plus cool, c'est qu'on tenait couper le morceau de bois dans un moulin à scie, dans une maison de patriotes. Tu sais, tout était vraiment là, en concordance là, avec le projet. Est-ce que l'œuvre qu'on voit là apparaît telle qu'elle avait été conçue ou s'il y a des trucs qui ont changé encore de vous? J'avais fait une maquette, j'avais proposé quelque chose. Finalement, en recevant le gros morceau de bois qu'on est allé couper, je me suis dit, non, ça a besoin d'être plus massif. Je m'étais dit, moi, je vais en donner plus que ce qui est demandé parce que je voulais que l'œuvre elle ait vraiment une force en soi. Ouais. Fait que j'ai fait plus. Écoute, en terminant, parle-moi de l'importance pour les villes de faire l'acquisition d'œuvres d'art qui sont créées par des concitoyens artistes. Oui, je pense que c'est vraiment, c'est assez fondateur en fait d'instaurer des œuvres d'art dans sa ville. Je pense que depuis une couple d'années, il y a eu beaucoup de politiques culturelles qui se sont réalisées, puis de plus en plus là, c'est comme un point de ralliement en fait les œuvres d'art dans des villes. Qu'est-ce qu'on fait quand on va à Paris? Qu'est-ce qu'on fait quand on va en Italie ou ailleurs dans le monde? Soit on va voir des plus beaux paysages ou on va se nourrir d'art. Ouais. Je pense que nous, si on regarde le couloir de la 117 Saint-Laurentide, on est dû pour créer de la beauté. Je pense que les artistes, là, c'est vraiment ça notre mandat, de créer des points de ralliement, de créer des environnements qui nous font rêver, qui nous rappellent la beauté du monde. Je pense qu'à cette époque-ci, on a besoin de beauté du monde, puis les artistes sont les bons pour ça. Charlène Lepin, merci beaucoup pour ton passage. Merci, Claude. On va maintenant aborder le sujet de la guerre en Iran, un conflit qui domine l'actualité internationale, mais au-delà des enjeux géopolitiques, il y a aussi des impacts économiques importants pour le Canada. Pour en parler, on retrouve Pierre-Luc Gauvreau. Bonsoir, Pierre-Luc. Bonsoir, Claude. D'abord, expliquez-nous, Pierre-Luc, pourquoi est-ce qu'une guerre qui se tient aussi loin de chez nous a-t-elle un impact aussi rapide sur l'économie canadienne? Bien, bonne question. Principalement à cause de l'énergie, Claude. Ouais. Actuellement, l'Iran, c'est une région stratégique dans le monde. 20% du pétrole transige dans le détroit d'Ormuz, donc un baril sur 5 transige dans cette région-là. Mm-hmm. Donc, lorsqu'on a un conflit puis une perturbation comme ça, bien, inévitablement, on a une hausse sur le prix du pétrole immédiate sur les marchés internationaux. Oui, il suffit qu'on aille faire le plein d'essence pour le constater immédiatement. Absolument. Sûrement que la majeure partie des Québécois ont remarqué ça dans les derniers jours, dernières semaines. On a eu une hausse du prix de l'essence là, de 15 à 20%, même plus dans certaines régions. Donc, même si le Canada, on est un gros producteur de pétrole, ça reste que c'est essentiellement transigé sur les marchés internationaux. Donc, évidemment, même s'il y a une hausse, on est directement impacté par ça. Et nous aussi, on a la hausse sur le prix de l'essence. Et l'essence, ça, c'est une partie du problème. Oui, absolument, Claude. En fait, le pétrole, c'est plus que juste ça influence plus que juste nos déplacements. C'est vraiment sur tout ce qui entre des marchandises, par exemple, les bateaux, les avions, l'essence qui est mise, quand ça augmente, ça vient augmenter le coût du transport des marchandises, évidemment. La production alimentaire aussi vient se faire impacter. Donc, si ça coûte plus cher produire les aliments, inévitablement, les aliments vont coûter plus cher. Et évidemment, tous les biens qu'on importe. Bien, tout ça va se refléter sur les prix, donc possiblement une hausse de l'inflation. Mmh. À un moment où justement le Canada va réussir à contenir l'inflation et le réduire et le mettre à un niveau normal là, depuis les derniers mois. Et ça complique le travail de la Banque du Canada. Absolument. Tout à fait, la Banque qui se retrouve dans le fond avec un dilemme. D'un côté, la hausse du prix de l'énergie qui risque de faire monter l'inflation. Puis de l'autre côté, ben, on a une économie canadienne qui était déjà stagnante, donc modérée, avec un secteur de l'emploi qui était très, 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 très fragile. Donc là, on se remonte à est-ce qu'on augmente les taux d'intérêt? Ça risque, pour compter l'inflation, ça risque justement de faire en sorte de ralentir davantage notre économie. De l'autre côté, si on fait rien, bien, l'inflation risque de faire une pression sur les ménages canadiens, puis ça non plus, c'est pas très bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la semaine passée, la Banque du Canada avait justement donné une orientation sur son taux directeur. Ça a resté stable, donc ils n'ont pas fait d'augmentation ni de baisse. Mm-hmm. Ce que je remarque, c'est que je crois qu'ils sont en observation. On va voir comment est-ce que le conflit va évoluer, évidemment. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on va prendre une décision à savoir est-ce qu'on augmente ou on maintient ou on baisse. Donc, ils sont vraiment en mode d'observation actuellement. Et qu'est-ce qu'on observe là, sur les marchés financiers? Bien, c'est ça qui est un petit peu la clé là, ici. Là, on a beaucoup de volatilité, un peu comme je mets le parallèle avec la guerre en Ukraine.
c'est un peu même la même chose. On a un petit peu, le marché mondial est un petit peu perturbé. On regarde un peu comment ça va se passer. Évidemment, en tant que conseiller, je dis, gardez votre focus, gardez votre vision à long terme. C'est juste une période temporaire. Donc, il ne faut pas prendre l'émotion monte en nous. Il faut vraiment garder ça simple. Et puis, évidemment, justement, ça peut virer très vite, Claude. M. Trump, hier, a annoncé une pause de 5 jours sur la guerre. Juste avant l'ouverture des marchés, évidemment. Et ça a fait une baisse du prix du pétrole d'environ un peu plus de 10 % juste avec cette annonce-là. Donc, c'est juste pour montrer à quel point ça peut tourner vite, ce conflit-là. Donc, on est vraiment là-dedans. Là. Et qu'est-ce qu'il faut surveiller dans les prochaines semaines? Bien, essentiellement, l'évolution du conflit. C'est sûr que si la situation se stabilise et reste telle quelle, bien, on va avoir tout ça, ça va être été temporaire. Donc, les prix vont probablement revenir à une certaine normalité. Si cela persiste, par contre, puis que le conflit s'étire, bien là, c'est là qu'on va avoir vraiment peut-être un problème au niveau de, justement, l'inflation, donc peut-être la hausse des prix. Et là, c'est là qu'on va devoir regarder avec la Banque du Canada qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on doit augmenter les taux d'intérêt? Donc, tout ça va être interconnecté. Donc, en résumé, un conflit lointain, mais qui a des conséquences bien réelles chez nous. Oui, absolument. Bien, cette guerre-là, ça fait juste montrer à quel point que notre économie est interconnectée avec d'autres, même si c'est quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres actuellement. Ça a des impacts sur nos prix, nos décisions économiques et évidemment sur notre quotidien. Grand merci, Pierre-Luc. Tout ça est très éclairant. Merci beaucoup. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Malgré le temps froid, c'est le temps des sucres qui commence. Vous êtes allé à la rencontre d'une famille de producteurs acéricoles de la région pour voir comment ça se passe ce début de saison. Oui, Claude, et ce n'était pas dans n'importe quelle cabane à sucre, mais bien la grande gagnante de la catégorie meilleur sirop d'érable doré du concours de la Grande Sève qui couronne chaque année les meilleurs sirops au Québec. Alors, je vous emmène avec moi. Je m'y suis rendue la semaine dernière en pleine tempête et je vous fais découvrir aux saveurs du printemps. Ça, c'est vraiment la première année qu'on a manqué de sirop là, pour les gens qui n'étaient pas capables de se rendre jusqu'en février-mars pour la nouvelle récolte. Donc là, on était vraiment, c'est ça, victimes de notre succès, mais en quelque part, c'est le fun parce que, tu sais, les gens, il y a plusieurs nouveaux clients et les gens nous ont découverts. On n'avait jamais participé à un concours. Mon père, dans le temps, il avait déjà gagné dans les années 80. Mais nous, personnellement, on n'avait jamais participé. On a décidé de participer au concours de la commanderie de l'érable. Le Québec au complet était en compétition. On a gagné le meilleur sirop du Québec doré. Je fais partie de la 5e génération. Il y a toujours eu de l'érable. Les autres cultures ont changé, mais il y a toujours eu de l'érable ici depuis 1800. Là, présentement, nous, on s'est concentré que sur l'érable depuis 2003. À ce moment-ci de l'année, là, on attend la température. Il y a eu des coulées la semaine passée. Le froid du mois de mars nous empêche de travailler comme on voudrait, mais ça, présentement, c'est la nature qui dicte nos journées. Nos clients patientent, un peu comme nous autres, après la production. Ils attendent le nouveau sirop pour la transformation. Ça continue, puis ça s'arrête pas depuis pour combler les épiceries des Basses-Laurentides. Nous, on a commencé autour de la mi-janvier à transformer. On travaille toujours avec le sirop d'érable qui est bien conservé ici de l'année passée. C'est comme ça qu'on peut arriver à rentrer en épicerie autour de la mi-février. Puis depuis ce temps-là, on est toujours en mode de transformation, c'est ça, avec notre sirop d'érable, puis on n'arrête pas là. Qu'est-ce qui marche le plus, je vous dirais que c'est les cornets d'érable, la tire, le beurre d'érable qui est exceptionnel. Puis il y a plein de produits connexes qu'on fait aussi, là. Le mélange à crêpes, c'est un produit qu'on vient d'innover. Un produit qu'on peut vendre 12 mois par année aussi. Ça, c'est rare dans une cabane à sucre. C'est un produit qui est fait avec du sucre d'érable 100% pur, avec la recette de ma grand-mère, de ma mère. Puis j'ai innové ça pour que ça puisse être commercial, que ça soit bon, puis que ça soit simple pour les clients. C'est juste à dégeler le produit la veille, puis ça te donne 8 bonnes crêpes d'érable. Un de nos produits aussi que les gens aiment beaucoup, c'est des fondants à l'érable qu'on fait. Et eux aussi sont faits avec du sirop d'érable doré, le fameux sirop qu'on a gagné une belle médaille. C'est un peu un produit qui a une texture d'un sucre à la crème, mais c'est que du sirop d'érable. On a toujours un sirop préféré à chaque année, parce que le sirop, il change de goût à chaque jour, quand on rentre vraiment dans la bonne période. Ça part de l'érablière, je pense, hein? Avec toute la façon qu'on entaille, la façon de faire bouillir.
Puis honnêtement, c'est moi qui déguste beaucoup aussi le sirop. C'est les choix de sirop qu'on fait aussi pour tous les différents produits qu'on a. Parce que c'est jamais la même chose. Ça part le sol, les érables. Les érables, il y a des érables bicentenaires dans l'érablière. Il y a aussi de la jeune, on parle de jeune de 50 ans. Mais c'est ça, il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été faits par des chercheurs et tout ça. Puis on essaye toujours de s'améliorer, sortir le meilleur produit possible. Ce qui me pousse à devenir la 6e génération, c'est de voir les générations avant, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis qu'est-ce que moi je veux faire dans le futur. Tu sais, j'ai travaillé depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans à la cabane à sucre, fait que j'ai vu toute l'évolution. Il y a des soirs encore, je vois encore mon grand-père venir à la cabane et travailler. Tu sais, c'est vraiment un métier de cœur. Tu sais, je vois mon père faire la même chose, puis moi, je tente à faire la même chose aussi, tout en modernisant la cabane à sucre. La nouvelle technologie aide beaucoup à sauver du temps, éviter les problèmes ou les voir en direct s'il y a des problèmes. Ça aide beaucoup les producteurs à mieux performer et à s'occuper plus, mettons, du bouillage ici. Je suis capable de gérer le pompage et le bouillage en même temps, puis enligner les employés pour qu'ils aient réglé les problèmes quand il y en a dans l'érablière. C'est sûr que nous, le rendement, nous fonctionnons au livre à l'entaille. Il y a quand même peut-être 2-3 ans, on était presque à 6 livres à l'entaille, là, du record absolu pour nous, là. L'important, c'était de battre le record à mon père qui datait de 81. On l'a fait il y a... En 2022, je pense. En 2022, oui. Puis on était à quelques gallons de sirop de le faire l'an passé, mais les sucres ont décidé d'arrêter. Mais c'est des bonnes années. Depuis 5 ans, là, ça va très bien. J'ai assisté au dîner pour l'inauguration, justement, de la capitale internationale de l'érable. C'est sûr qu'en voyant ça, puis en voyant la ville pousser vers un produit de qualité, vers grossir le produit, c'est sûr que je vois ça, puis je me dis, j'ai des hauts standards vis-à-vis de ça. Je sais pas si c'est juste des paroles en l'air rendues là, mais je sais que la ville veut. Fait on a juste à attendre puis voir. Mais je sens que ça va de bon train, là. Voilà, Claude, donc on attend impatiemment cette nouvelle coulée pour 2026. Comme vous l'avez vu, l'entreprise se spécialise dans la transformation, mais n'offre pas de repas en salle. Certains produits de la famille Lalande sont en vente dans une vingtaine d'épiceries de la région, mais on retrouve quand même certaines exclusivités sur place dans leur boutique sur la Côte-des-Anges. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Première Ligne suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.